Ce propos parce que vous êtes venu entendre Jean-Marc Ayrault en m'adressant à lui et en lui disant la joie profonde que j'ai de l'accueillir ici. J'ai eu, au cours des 15 dernières années, à le croiser souvent. Il est depuis 15 ans président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas été assez convaincant pour rester avec lui pendant les 15 ans. Il y a eu une interruption de 5 années. Mais je l'ai retrouvé après cette interruption avec bonheur. Et il a présidé ce groupe socialiste avec des qualités que je vais évoquer publiquement, parce qu'elles sont en politique des qualités précieuses. Elles sont des qualités qui ne sont pas nécessairement toujours partagées par le plus grand nombre et qui distinguent certains qui ont des capacités d'hommes d'État. D'abord, Jean-Marc, il a le sens de l'État. Et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, il va falloir à ceux qui exerceront la responsabilité politique autour de celui que nous voulons voir accéder aux responsabilités les plus éminentes, le sens de l'État. Et le sens de l'État, c'est s'oublier totalement dans l'exercice de la responsabilité politique, soi-même, pour ne penser qu'à l'intérêt général qu'on doit servir, ce qui implique une certaine modestie dans l'exercice de la chose publique, une abnégation totale, une capacité à s'investir sans compter, une éthique de la responsabilité, je l'évoquais tout à l'heure en pensant à Pierre Mendès France, absolue. Et quand on voit la manière dont Nantes s'est transformée, quand on voit la manière dont il a dirigé le groupe socialiste, laissant monter bien des talents, bien des compétences, sachant toujours faire les synthèses exactes, ne dérogeant jamais à ce qu'est précisément l'intérêt de l'État, l'intérêt public, refusant toutes les formes de démagogie qui sont parfois des facilités auxquelles on peut s'abandonner. On a vu là des qualités que j'ai appréciées et qui ont été très utiles dans la majorité lorsqu'il fallait gouverner entre 1997 et 2002 et dans l'opposition lorsqu'il fallait s'opposer en restant crédible. Et pour ces raisons-là, je veux le remercier d'être ici, comme je veux lui dire que je n'oublierai jamais le concours qui a été le sien lorsqu'il s'est agi dans l'adversité de nous accompagner dans le combat pour la vérité dont je parlais tout à l'heure. Ce que j'ai essayé de faire modestement n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu son autorité, le respect qu'on lui porte dans la maison qu'est le Parlement de notre pays, et sa détermination à faire en sorte, avec la nuance, le propos juste, de nous aider dans ce combat. Et puis enfin, je veux lui dire le bonheur que j'ai de le voir ici, parce qu'après tout, nos villes sont désormais liées. Nantes, avec Saint-Nazaire et Cherbourg, la Loire-Atlantique et la Basse-Normandie, mon cher Jean-Carl, le département de la Manche avec cette belle région qu'est la région Pays de Loire, puisque nous allons réussir ensemble une partie de la transition énergétique. Et je voudrais dire quelques mots sur ce point pour conclure. La droite ne peut pas convoquer l'espoir. Elle convoque par conséquent la peur. Il y a 3 jours, un homme dont chacun connaît l'esprit de nuance, la subtilité de pensée, la profonde rigueur intellectuelle lorsqu'il s'agit de l'essentiel, chacun l'aura connu, je veux parler de Jean-François Copé, était à Cherbourg. Il avait promis de faire campagne avec une tronçonneuse. Se laissant aller à quelques confidences auprès de la presse, il avait dit, vous savez, la campagne, ce sera massacre à la tronçonneuse. Il est donc arrivé, mon cher Jean-Marc, à Cherbourg avec son outil de précision. Il est entouré de ses amis politiques, dont certains, toujours prêts à porter le fer, étaient heureux de pouvoir manier l'outrance devant une salle dans laquelle on comptait beaucoup d'ornés, beaucoup de calvadosiens et quelques manchots. Parce que quand ils font un meeting dans l'agglomération, c'est un meeting régional. Sinon, ils ne sont pas garantis d'avoir la foule attendue. Nous nous contentons de faire des meetings d'agglomération, parce que si nous devions faire ici des meetings régionaux, nous ne serions pas sûrs de pouvoir respecter les normes de sécurité qui s'attachent aux conditions dans lesquelles nous apprenons.
pertinent. Je l'évoque parce que j'ai compris qu'il avait besoin de notoriété, de celui dont on m'a dit qu'il sera mon adversaire aux élections législatives, qui prétendait qu'il n'avait pu rentrer à La Hague parce que je l'en avais empêché. Mais partout où il va, nous faisons des voix. Donc j'avais tout intérêt à ce qu'il y aille, et j'aurais été ravi qu'il fût reçu. Il ne m'avait pas demandé d'ailleurs mon aide. S'il me l'avait demandé, j'aurais bien voulu faire un mot pour qu'on lui ouvre grand les portes. D'ailleurs, la direction d'Areva a démenti qu'une intervention de ce type était de fait. Mais nous ne considérons pas que les centrales nucléaires nous appartiennent. Nous n'allons pas faire campagne dans les centrales nucléaires, c'est d'ailleurs le seul endroit où ils peuvent faire campagne. Ailleurs, ils ne sont pas sûrs d'être reçus convenablement. Et ils font campagne partout, et donc M. Copé à Cherbourg particulièrement, on lui avait fait des fiches, il savait qu'il y avait des atomes, ici, je ne parle pas des atomes crochus, de l'opinion à l'égard de leader, je parle de notre activité industrielle, et par conséquent, il est venu expliquer qu'on allait fermer 24 réacteurs. François Hollande s'est exprimé sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment dans une excellente tribune libre dans le Monde, pour dire que nous allions maintenir l'ensemble des activités de l'aval du cycle, le retraitement, le MOX, que nous ne fermerions qu'un seul réacteur, enfin qu'un seul site, celui de Fessenheim, que nous maintiendrions la recherche, que nous développerions les énergies renouvelables, que notre objectif était de faire en sorte que les énergies renouvelables soient portées à 25% du panel énergétique, ce qui ramènerait l'énergie nucléaire à 50%. Mais non, il est venu ici en expliquant que nous allions tout détruire, que 14 000 emplois étaient menacés, sans compter ceux de la défense, puisque nous allons remettre en cause la dissuasion. François Hollande a fait plusieurs discours, une tribune dans le Nouvel Observateur pour expliquer qu'il la maintiendrait intégralement dans ces deux composantes, mais peu importe. Il continue ce discours du mensonge en convoquant sans cesse la peur. Eh bien, je veux vous dire ici, en présence de Jean-Marc Ayrault, qui regarde tout cela avec la distance géographique qui sépare Nantes de Cherbourg et qui, par conséquent, étant moins impliqué que je ne le suis sur ces sujets, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il a moins de centrales nucléaires chez lui que nous n'en avons ici, je veux dire devant lui que rien n'est menacé de ces activités. Et je l'invite, si certains étaient encore inquiets dans cette salle, pour être sûr qu'ils restent tous, à le confirmer devant vous, si toutefois il en a le désir. Et puis enfin, le mensonge, ce n'est pas simplement le travestissement de la pensée de l'autre, je conclurai par cela. C'est aussi le travestissement de son propre discours, de sa propre réalité. Je terminerai par quelques mots destinés à détendre l'atmosphère, que je ne sens pas par ailleurs particulièrement tendu dans cette salle. Mais enfin, comment voulez-vous être crédible à dire la vérité lorsque, finalement, vous êtes comme ce personnage de Woody Allen dans l'excellent film Zelig. Vous savez, ce personnage qui est tellement dans l'imagination qu'il est convaincu d'avoir été partout où il n'est jamais allé. Nicolas Sarkozy, c'est une sorte de Zelig. Il est allé à Fukushima. Il était aussi, en 1989, à Berlin, au moment de la destruction du mur, où personne ne l'a vu. Nous avons fêté, il y a de cela quelques jours, le naufrage du Titanic. Le 6 mai, nous saurons s'il y était. Et je vous invite à le lui faire savoir, à lui qui sent monter la vague. Une vague irrépressible. Je disais l'autre jour à quelques amis, pour ceux d'entre vous qui aiment le cinéma, permettez-moi un dernier propos, il est comme Brice de Nice, vous savez, ce personnage qui sent constamment monter la vague, assis sur sa planche, qui passe son temps à casser les autres. Mais la vague n'arrive jamais. Eh bien, cette vague, il va la sentir. Et je vous invite à la faire monter dès dimanche, et plus encore d'ici le 22 avril. Cette vague, c'est la vague de toutes les indignations portées par les électeurs de gauche qui n'en veulent plus de ce régime et qui en veulent un autre. C'est la vague de tous ces combattants de la République, des combats historiques qui furent les nôtres,
pour faire en sorte que le 22 avril et le 6 mai soient de magnifiques jours d'espérance, que le changement nous permette de refaire vivre la France que nous aimons, celle au cœur de laquelle est placée l'ambition de justice et qui se rassemble autour des valeurs de la République. Mobilisez-vous!